Le cercle RH pour débattre et se poser cette question. Être agriculteur en 2026, cela veut dire quoi? Vous voyez des images, même si vous êtes des urbains, mais vous regardez la télé et vous voyez ce monde agricole en colère, furieux. Certains même vont jusqu'au suicide. Un monde agricole qui dit tout simplement nous n'arrivons pas à vivre de notre travail. On voit des reportages où des agriculteurs vivent avec 200 euros, 300 euros, 500 euros. Et cette situation est intenable. Justement, on accueille des invités qui peut-être pouvoir nous dresser le portrait robot et nous donner envie, créer de l'attractivité aussi sur un secteur qui effectivement pique du nez. Avec moi Simon Martin. Bonjour Simon. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. Vous venez de la porte de Versailles, parce que depuis samedi, vous êtes porte de Versailles pour ce salon de l'agriculture. On va en parler avec vous. Vous faites de la polyculture en Bretagne, côté Morbihan, avec de la betterave, du brocoli et d'autres légumes. Et aussi de la grande céréale, non pas de grande céréale. Oui, des grandes cultures classiques. Grande culture classique. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Dominique Boucherel est là, un habitué de notre émission. Bonjour Dominique, président de l'ANEFA. L'ANEFA, c'est quoi? Promotion, attractivité du métier? Oui, bonjour tout d'abord. Donc l'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation. Et disons que notre domaine de compétence, c'est on a une bourse de l'emploi qui permet de mettre en relation employeurs et salariés. Mais notre compétence première, c'est la promotion des métiers, l'attractivité des métiers de la production agricole. Simon Martin, pour essayer de répondre à la question qu'on se pose aujourd'hui, être agriculteur en 2026, comment vous définiriez votre métier à l'aune de tout ce que vous vivez, complexité économique, baisse des prix de vente de vos produits, des intrants et des produits agricoles qui ont augmenté? C'est quoi être agriculteur en 2026? Déjà, je commencerai par dire que c'est un beau métier. Et c'est peut-être la première chose à laquelle il faut se rappeler, c'est que aujourd'hui nous avons un métier qui a du sens, un métier dont les jeunes peuvent rêver, un métier dont on est fier d'être, de faire ce métier-là. Et bien sûr, il y a des moments très difficiles, comme on a pu traverser ces derniers temps, et il faut pouvoir le porter au quotidien, ces difficultés de revenus, ces difficultés aussi de perspective, mais ça reste un métier attractif par la qualité de vie, par ce qu'on peut aussi porter à travers les valeurs qu'on a dans ce métier-là. Et je tenais aussi quand même à donner un message positif parce que ça me semble essentiel qu'on puisse aussi en parler. Oui, c'est intéressant parce que les médias, évidemment, dont on fait partie, donnent souvent un reflet comme ça assez sombre, assez noir. On voit des images, évidemment, mais vous portez quand même le bonheur d'exercer ce métier. Un mot quand même sur, et je donne la parole à Dominique Boucherel, mais la loi du plomb, par exemple, acte 2, puisqu'il y a un acte 2 à cette loi, où il rajoute dans cette loi deux nouveaux pesticides ou produits intrants phytosanitaires. Qu'est-ce que disent les jeunes agriculteurs? Vous dites qu'il a raison, il faut déréguler et nous permettre de produire comme on le veut, ou est-ce qu'il faut garder des normes et des règles? Je vais vous dire que de se focaliser uniquement sur une molécule ou sur un élément, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est quels moyens de production, pour quelle souveraineté nous on veut aujourd'hui au niveau de la France et au niveau de l'Europe aussi. Et quand on entend de la défense de certains textes de loi, en particulier celui-là, la question, elle est réellement de quels moyens on veut donner aujourd'hui à nos agriculteurs, quelle équité on veut donner aussi à nos agriculteurs sur notre territoire français vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de n'importe quel consommateur ou simple citoyen français qui a ces molécules-là, entre autres, disponibles dans sa pharmacie chez lui. Vous dites qu'il y a un autre modèle où on n'a pas d'autre issue que de passer par ces molécules? Non, on défend tout type de modèle. Pour nous, le modèle le plus important, c'est celui qui peut permettre d'avoir un revenu et être évidemment en équilibre avec notre environnement et durable. Ça nous semble évident que... Oui, vous êtes la jeune génération quand même, en agricole. Tout à fait. Et pour nous, il n'y a pas un seul modèle qu'on défend. Peu importe la forme d'agriculture, à partir du moment où les gens achètent et vont consommer ce type de produit, s'il y a un acte d'achat aussi derrière, c'est parce qu'il y a une raison. Donc il faut aussi que le citoyen soit éclairé sur ce qu'il souhaite. Dominique Boucherel, vous parlez d'attractivité, on entend un jeune agriculteur engagé qui a son exploitation, qui travaille et qui nous dit que c'est un beau métier. Vous n'allez pas dire le contraire, vous avez aussi une bourse de l'emploi, vous le disiez, pour mettre en relation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette souffrance dans le monde agricole? Comment vous la regardez, vous qui avez cette expérience et ce regard? C'est un problème de revenus?
c'est un problème d'augmentation des prix des fournisseurs, des intrants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail? Bon, déjà, nous, on a une vision un petit peu différente, même si de toute façon, notre but, c'est de promouvoir les métiers et de mettre en avant les métiers de l'agriculture. Mais déjà, nous, la NEFA, c'est aussi ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, on est un organisme paritaire. Donc, on a des représentants employeurs, on a des représentants salariés. Moi, je fais partie du collège salarié, donc représentant du collège salarié au sein de cet organisme. Mais derrière, c'est justement, on a besoin de main-d'œuvre. On fait partie des secteurs d'activité qui ont besoin de main-d'œuvre. Et qui créent de l'emploi. Comme l'a dit monsieur, on a un beau métier, c'est pour ça qu'on est là pour le promouvoir. Moi, je suis plutôt en fin de carrière, donc ça fait un certain temps que je suis salarié agricole. Et que vous observez, voilà. Vous l'êtes, ouais. Donc, si on est resté ou si on a travaillé en agriculture, c'est qu'on y trouve un certain plaisir et que bon, on arrive aussi à s'épanouir à travers les métiers de l'agriculture. Vous êtes choqué, vous qui êtes un salarié du monde agricole, salarié agricole, ça dit quelque chose. Est-ce que ça vous choque de voir qu'un agriculteur ou un éleveur laitier, producteur laitier, n'arrive à vivre qu'avec 400 €, et qu'il est obligé de décaler des fournisseurs pour payer la réparation de sa voiture? Enfin, c'est pas admissible. Non, mais nous, ça nous interpelle. D'ailleurs, si un agriculteur n'a pas de revenus, il ne va pas pouvoir employer de salariés. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si on veut que, disons, le monde agricole soit employeur, pour être employeur, il faut avoir une source de revenus. Donc automatiquement, nous, ça nous interpelle. Enfin, il peut aussi payer un salarié sans se rémunérer lui-même, parce qu'il peut... Oui, ça arrive, si je peux me permettre. Ça peut arriver, mais il y a aussi d'autres vecteurs de salarisation ou en tous les cas, pouvoir faire appel à de la main-d'œuvre. On a aussi ce qu'on appelle les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, mais on a aussi les entreprises du territoire qui permettent aussi d'avoir de l'emploi. Mais c'est pas de l'emploi direct, mais ça permet d'avoir de l'emploi et d'avoir une source d'emploi. D'ailleurs, c'est deux secteurs qui sont en croissance. Le secteur justement des entreprises agricoles évolue de près de 2% là, sur 2 ans. Là. Donc c'est un secteur qui évolue du fait justement que sur une exploitation, on a besoin de travail, de salariés, et si on ne peut pas les employer directement, on fait aussi appel aux services qui peuvent justement pallier au manque de main-d'œuvre. Donc derrière cela, il faut avoir des sources de revenus. Vous ne m'avez pas tout à fait répondu, j'y reviendrai sur les causes profondes. Vous allez peut-être me répondre. Quelles sont les causes profondes, vous qui incarnez un mouvement composé de combien, les jeunes agriculteurs? Parce que c'est un très gros mouvement. Aujourd'hui, c'est 30 000 adhérents sympathisants jeunes agriculteurs. Sur l'ensemble des territoires, aussi bien métropole qu'outre-mer, et avec un nombre très important d'associations cantonales, puis départementales. On est présent sur 95 départements. Donc oui, on a une influence réelle sur les territoires. Et pour revenir justement sur les questions des causes profondes... La cause profonde, l'une des choses qui nous semble essentielle pour nous, c'est comment est-ce qu'est valorisée aujourd'hui la matière première produite par les agriculteurs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour nous, il semble essentiel. On est en pleine négociation commerciale là, qui vont se terminer. Là, normalement, en général, c'est au 1er mars qu'on souhaite qu'elle soit terminée. Parfois, ça déborde un peu. Voilà, tout à fait. Et c'est vraiment la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut sécuriser la vente de nos produits pour que, une fois que les coûts soient encadrés et soient bien intégrés, on puisse ensuite réfléchir au coût des distributeurs, transformateurs et compagnie. Et ça, c'est une des causes réelles, franchement, des déboires de plusieurs filières, et je pense en particulier aux légumes, en particulier en ce moment, mais aussi le lait qui est en train de dégringoler. C'est pas vous qui prenez les marges les plus importantes. Mais ça, on est d'accord. C'est su et reçu, on va pas mais c'est important de le dire. C'est important de le dire, et c'est aussi ce que nous on défend, c'est qu'il faut de la transparence au niveau de ces marges-là. Et Galim, ça marche pas, personne. Non, mais c'était un premier pas. C'était un premier pas que nous on a poussé et on veut que ça aille plus loin. Mais pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà que les indicateurs soient basés sur les coûts réels de production des agriculteurs. Il faut qu'il y ait une vraie transparence de la marge de nos distributeurs. Il faut aussi qu'il y ait un contrôle de ce qui rentre sur le territoire et les accords Mercosur et autres. Ça fait partie de ces choses-là. Mais quand les centrales d'achat sont dégagées en dehors de
la France pour échapper finalement à la réglementation française, c'est aussi une vraie problématique. Mais quand même, l'enjeu des intrants, l'enjeu de l'augmentation des coûts des intrants qui pèsent sur le niveau de vie, sur le niveau de rémunération, est-ce que vous dites, vous, au sein de votre conseil d'administration, est-ce qu'on change de modèle? Est-ce qu'on réfléchit à une agriculture, je dirais, plus vertueuse en matière écologique? Alors déjà, on a l'agriculture qui est considérée la plus vertueuse au niveau mondial et en particulier européen. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, pour savoir ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on consomme en France? Est-ce qu'on consomme français? Est-ce qu'on consomme étranger? Aujourd'hui, à quel prix? À quel prix? Oui. Mais si on prend des exemples sur la volaille, on a plus de la moitié. On est plus souverain en volaille. On est plus souverain, mais plus de la moitié de ce qu'on consomme n'est pas français. Donc, quel est le choix aussi de nous? Je m'adresse aux consommateurs. Quand on va acheter un poulet, quand on va faire de la restauration en dehors de son domicile, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on achète? Est-ce qu'on choisit d'acheter français? Donc, cette agriculture plus vertueuse qu'on désire, est-ce qu'on désire la payer aussi? Et ça, c'est une vraie question de la montée en gamme. Est-ce qu'on a promis aux gens en allant vers le bio ou d'autres éléments? Nous, on est tout à fait d'accord si les gens le payent. Vous ne croyez pas au bio? Ah si, tout à fait. À partir du moment où l'acte de consommation le montre. Mais aujourd'hui, on a des gens qui se sont orientés même vers la lentille en bio. Aujourd'hui, 95% de la consommation, elle vient de l'étranger et elle est OGM. Donc, soyons francs et directs. Pour être franc, j'ai lu que c'était plutôt la grande distribution qui faisait d'énormes marges sur le bio et qui venait finalement aussi tuer la filière. C'est aussi un produit d'appel pour eux. Exactement. Mais à partir du moment où on arrive à avoir une marge suffisante pour nous, aussi bien pour sécuriser notre revenu que aussi pour s'adapter et investir, c'est dans ce sens-là qu'on arrivera à être plus vertueux. Est-ce que vous êtes prisonnier finalement du prix du matériel agricole, du prix de vos intrants, du prix qui vous étouffe et qui en bout de chaîne fait que vous pouvez avoir un très beau chiffre d'affaires et avoir 0 de revenus à la fin du mois? Ce qu'on a vu, des agriculteurs qui font des produits niches, ils font des très gros CA et à la fin du mois, ils ont 0. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se désenclaver de cette dépendance? Alors le terme prisonnier me semble extrêmement fort, parce que ça voudrait dire qu'on serait pieds et poings liés et esclaves jusqu'à la fin de notre vie, et ça me semble pas très positif. Prisonnier, comme on message. peut y être que 6 mois. Ouais, mais non, là-dessus... Il y a des petites peines, il y a des courtes peines. Ouais, des courtes peines, à répétition. Là, c'est ça. Non, moi je pense réellement qu'on a la possibilité, et c'est aussi pour ça qu'on exprime notre colère et qu'on exprime la volonté de changement. Aujourd'hui, le contexte politique ne permet pas d'avancer très très vite. Dès qu'il y a des choses qui sont repérées et qu'on veut changer, on attend réellement des pouvoirs publics qui sont en capacité d'accélérer les choses. Quand on parle de loi d'urgence et qu'on la repousse à 6 mois, il n'y a plus d'urgence. Voilà, c'est plus l'urgence finalement. Donc on aimerait bien réellement qu'il y ait un sujet qui avance à ce niveau-là et qu'on soit avant l'été à travailler sur nos sujets. Dominique Boucherel, la création d'emplois, vous êtes salarié agricole et vous représentez aujourd'hui la profession côté syndicat des salariés. C'est un secteur qui continue à recruter. On nous dit aujourd'hui qu'on a concentré les exploitations, qu'on a mis plus de technologie, qu'on a mis un peu d'IA de plus en plus, que globalement, le monde agricole embauche moins. Vrai ou pas vrai? C'est du moins, déjà, je dirais que... Vous allez dire c'est faux, faites-vous plaisir. Hein. Non, mais c'est faux, oui et non, parce qu'en fait, on a un nombre d'employeurs qui diminue, on a un nombre d'exploitations qui diminue, mais le salariat, il augmente. Déjà, on a plus de cadres aussi, de gens encadrants. On a aussi des exploitants qui deviennent salariés de leur propre exploitation. C'est quoi l'intérêt pour eux? L'intérêt, il est économique, fiscal ou autre. Enfin bref, protection sociale. Donc il y a aussi. Ce qui n'est pas votre cas, vous, Martin. Non, Simon. Simon, pardon. Indépendant, chef d'entreprise. C'est ça. Voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a de la robotisation, c'est un fait. Mais la robotisation, en fait, quand une entreprise se robotise, il va y avoir un peu moins d'emplois ou de temps consacré sur l'exploitation, mais au final, ça joue pas grand-chose par rapport à l'évolution de la mécanique, du moins de la robotisation ou de la digitalisation qu'on peut avoir. Donc, derrière, il faut toujours quelqu'un. Quand on met en place un robot de traite, en fait, ça permet d'aménager le temps de travail. Mais derrière, le temps d'intervention sur la journée, il va rester équivalent, sauf que c'est beaucoup plus facile en termes de gestion de temps. Bien sûr. Et puis de gestion d'intervention. Après, on va avoir une visibilité sur le troupeau qui va être totalement différente parce que justement, on a l'aide de la digitale et c'est ce qui permet de visualiser certaines choses, mais de toute façon, il faut toujours l'intervention de l'homme, tout le temps.
côté salarié, côté création d'emplois, parce qu'on a vu ces colères qui donnent une mauvaise image à la profession, et c'est pour ça que vous avez démarré l'émission en nous disant que c'était un beau métier et que vous aviez envie d'avoir un petit peu de, voilà, un peu de soleil dans ce monde gris. Comment on fait pour attirer des jeunes dans les écoles, dans les formations agricoles, parce qu'on voit aussi que c'est compliqué de les attirer, de les faire venir. Comment on fait? Alors, vous, les jeunes peut-être agriculteurs. vous paraître surprenant, mais aujourd'hui, les lycées agricoles n'ont jamais été aussi pleins. On est sur, je n'aurais plus les chiffres à vous donner en tête, mais les formations agricoles attirent. La ruralité, l'environnement, l'agriculture attire de plus en plus de jeunes. Là où il faut pouvoir faire passer le cap, c'est devenir chef d'entreprise. Et là, on voit que l'engagement que nécessite le métier, aussi bien d'un point de vue financier, d'un point de vue temps, d'un point de vue même social, de ce qu'on est, là, il y a une étape à franchir et il y a un cap pour se lancer. Mais on accueille de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues du monde agricole et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et très clairement, on voit que nos métiers, comme je vous le disais, ont du sens, ont de la valeur aux yeux des Français et attirent par ce biais-là. Ensuite, il y a un cap et ce cap-là, nous, on souhaite qu'il soit accompagné, on souhaite que les personnes qui veulent s'investir dans un projet d'installation ne soient pas seules. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Annie Genevard, par exemple, qui est la ministre de l'Agriculture, qui est une femme qui a beaucoup répété qu'elle était au chevet du monde agricole, qu'elle connaissait cet univers, elle vient du Doubs, c'est une femme qui est quand même proche des éleveurs. Je vous vois opiner, oui, non, pas vrai ? Oui, mais bon, nous... Vous avez fait une moue dubitative. Oui, parce que on a une ministre de l'Agriculture, mais comme la plupart de ses prédécesseurs, malheureusement, c'est que le monde agricole, c'est les agriculteurs, mais ce sont aussi les salariés agricoles. Elle les oublie un peu. Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a environ entre 350 000 et 400 000 agriculteurs. Il y en a environ 180 000 qui sont employeurs de main-d'œuvre. Et derrière ça, il y a 1 300 000 salariés agricoles qui interviennent tout au long de l'année. Dont en saisonnier ou en temps plein. Oui, après, en CDI, il y en a près de 450 000. Donc c'est quand même un secteur, du moins le secteur économique n'est pas neutre en termes de... Et rarement montré dans les médias. Voilà, c'est ça. Et puis à travers les médias, on parle toujours des problématiques agriculteurs, mais derrière les agriculteurs, il y a des salariés. Ouais. Si les agriculteurs se mobilisent, c'est qu'il y a des salariés sur les exploitations. C'était le coup de gueule de Dominique Boucherel, qui effectivement donne aussi la parole à travers lui aux salariés agricoles, dont on entend peu parler, il faut le reconnaître. Je repose ma question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la ministre, là, face caméra et avec nous sur le plateau? Parce qu'on a le sentiment que la colère s'est éteinte, les enjeux de Dermatos sont légèrement derrière nous, si j'ai bien compris, mais rien n'est réglé sur le fond, vos revenus n'ont pas progressé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, ce que j'ai envie de dire très clairement aujourd'hui à la ministre, c'est que elle nous a dit au mois de juin l'année dernière qu'elle était la ministre des jeunes agriculteurs. Et quand on fait des promesses pour des lois pour nous faire avancer, la promesse de loi d'urgence, là, nous, on pousse très fortement les plans et contrats d'avenir qui sont pour nous des solutions pour innover, pour garantir un revenu et pour permettre aux jeunes de s'investir et de s'adapter au changement climatique, parce que c'est un sujet pour nous qui est essentiel. Et donc, il faut avancer les calendriers, il faut faire pression pour que ces lois, elles passent dans le contexte politique. Si ce n'est pas vu avant l'été, ça sera la rentrée de septembre, ça sera les présidentielles, l'agriculture sera de nouveau sous le tapis. Et vous irez dans la rue. Et en septembre, je ne vais pas vous promettre qu'on ira dans la rue, compliqué, ouais. Mais nous resterons toujours là pour faire pression et faire avancer les sujets qui nous sont tiennent à cœur. Le monde agricole sera sur le terrain et vous irez peut-être dans la rue à l'aune de la fin de l'automne. On saura mettre la pression sur les candidats. Merci Simon Martin d'être venu nous rendre visite, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs, maillage national partout et dans les tomes et les DOM. Merci de nous avoir rendu visite et bon retour porte de Versailles, parce que je pense que vous allez repartir porte de Versailles pour encore quelques jours. Merci à vous Dominique Boucherel de nous avoir éclairé aussi sur à la fois la NEFA et les salariés agricoles qui ne comptent pas pour du beurre, comme dit la chanson de Lio. Merci à vous deux, merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Paul aujourd'hui au son, merci à Perlou à la réalisation et merci à Nicolas Juchat évidemment qui m'accompagne dans cette belle émission que je prends plaisir à animer. Merci à vous qui nous regardez, merci pour vos messages, à très bientôt, bye bye.